Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je retourne en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 raisons pour lesquelles je veux retourner en Côte d'Ivoire. Et reste jusqu'à la fin, car j'ai non seulement le pourquoi le plus puissant, et en plus de ça, j'ai un secret pour toi. À tout de suite. Je vais tout vous expliquer, et sincèrement. Tout d'abord, je m'appelle Las, je documente mon retour en Côte d'Ivoire. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre le voyage, et clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Je tiens sincèrement tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont donné leur bénédiction, qui ont liké, qui ont commenté, qui me donnent de la force et qui me donnent du courage. Et ça me permet en fait de me rendre compte que je ne suis pas tout seul. Peut-être qu'il y a des personnes aussi comme moi qui veulent retourner au pays. Peut-être qui n'osent pas ou qui ne savent pas comment ou par où commencer. Je vais tout d'abord t'expliquer pourquoi j'ai vraiment décidé de retourner au pays. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai vraiment comment. Et le comment, en fait, va représenter le retour. Ça va conditionner tout le retour. Ça sera vraiment en plusieurs fois. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Alors, la première raison, c'est le décalage intérieur. Le fait de ne pas me sentir aligné. Je me souviens le jour où je me suis naturalisé français, à l'âge de 18 ans. J'ai eu un entretien. Et la dame, elle m'a posé 2 questions. La première, c'est pourquoi est-ce que vous vous naturalisez français? Je lui ai juste dit naturellement, mes parents sont venus en France et ont décidé par regroupement familial de me faire venir. Mes frères et sœurs sont nés ici, nous sommes 5. Et il y a juste ma sœur et moi qui étions en Côte d'Ivoire qui sommes venus pour retrouver toute la famille. Donc on est venu par regroupement familial. Et la deuxième question de la dame, c'est ah d'accord, donc vous allez vous naturaliser. Ok, très bien, vous allez devenir français. Mais ensuite, vous envisagez de rentrer au pays, je suppose. Donc tu imagines bien cette question. Ça veut juste dire que malgré que tu te naturalises français, pour elle, en fait, tu n'es pas français. Parce que tu te naturalises, ok, peut-être par nécessité ou autre, mais à la fin de la journée, un jour, tu rentreras chez toi. Donc quand elle m'a posé cette question, j'ai pas été vraiment choqué au départ, mais c'est après que je me suis reposé la question dans le métro quand je rentrais. Je me suis juste dit, ok, d'accord. Bon. J'ai répondu naturellement, j'ai dit oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais en temps normal, enfin, si tu viens demander des papiers, autant demander une carte de résidence, carte de séjour. Parce que quand tu demandes carte de séjour, carte de résidence, oui, c'est un peu logique que tu veuilles retourner par la suite. Mais si tu te demandes à naturaliser français, comment est-ce qu'elle pose quand même la question? Et elle suppose en posant la question. C'était pas une question ouverte, c'était une question fermée. C'est-à-dire, ah oui, donc je pense que vous allez retourner au pays. Elle dit oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est le fait que tu n'es jamais vraiment ici. Tu viens d'ailleurs en fait. C'est-à-dire que quand dans le quotidien, hein, tu es africain, ah tu viens de quel pays? Oui, je suis africain, je viens de tel pays. En fait, c'est juste pour dire de manière générale, on vient tous de quelque part. Et la nature veut que tu retombes là d'où tu viens. Donc moi, c'était juste ça, ne pas être aligné par rapport au quotidien en fait. La raison numéro 2 de pourquoi je veux retourner en Côte d'Ivoire, c'est juste évident. Le climat. Tu as beau vivre, en tout cas moi, pour ma part, je ne vais pas généraliser, j'ai beau vivre ici depuis plus de 25 ans, je ne m'habitue toujours pas au froid. J'ai travaillé en station de ski, plusieurs saisons, plusieurs années. Je ne m'habitue toujours pas au froid. Lorsque tu te lèves le matin, il y a déjà ta première pensée, c'est le stress que ton travail va t'apporter. En plus de ça, tu vas te confronter au froid à l'extérieur. Donc tu vas déjà te camoufler. Tu vas porter 2 pantalons, 2 pulls, double chaussettes, blouson. Tout ça pour vraiment te sentir, de manière générale, tu es recroquevillé en fait. Tu vois, c'est ce que je me sens, c'est comme ça que je me sentais. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, déjà il fait chaud, très chaud, toute l'année. C'est pas juste 3 mois dans l'année. Il
fait chaud toute l'année. Tu n'as pas de surprise. Il ne va pas neiger un beau matin. Tu ne vas pas te lever un... Bon, on a l'harmattan chez nous en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais c'est rien, quoi. L'harmattan, c'est la période où il y a des gens qui mettent des cols roulés en plein soleil. Je me dis, mon gars, c'est comment? La troisième raison, vous allez vous reconnaître, le monde du travail en France. C'est beau, hein, il n'y a pas de souci, on se lève le matin, on gagne dignement notre pain, on travaille. T'as beau faire tous les efforts du monde, tu sens quand même un plafond de verre. Et je ne le dis pas pour faire joli, parce qu'on l'entend souvent, mais moi je vais te dire vraiment ce que j'ai vécu en termes de plafond de verre. À la base, je travaillais dans l'animation touristique quand j'ai commencé à travailler. J'étais jeune, j'ai pas mal voyagé, etc. J'ai appris, j'ai évolué. Et le fait d'être dans les villages vacances, ça m'a ouvert les yeux en fait sur l'hôtellerie. Je me suis dit, mais attends, mais j'aimerais quand même un jour devenir directeur d'un hôtel. Donc naturellement, je me suis formé à l'université de Perpignan, j'ai eu le diplôme. Je me suis dit, tiens, pour devenir bon directeur, c'est nécessaire de connaître tous les postes liés à l'hôtellerie. Parce que comme ça, tu seras un bon directeur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc naturellement, j'ai d'abord été commis de cuisine. Ensuite, j'ai été gouvernant. J'ai travaillé tellement dur que je suis passé directeur adjoint dans un hôtel 4 étoiles. À Deauville, pour être plus précis. D'accord? Deauville-Trouville. Le directeur adjoint, j'ai travaillé tellement dur. Quand je dis tellement dur, là, même mon corps, mes os le sentaient. J'étais le premier à être là, le dernier à partir, tous les jours. J'ai pas lâché. Le directeur m'a fait confiance. Et il pouvait même prendre ses week-ends, ses Noëls, ses anniversaires avec les enfants, parce que c'est quelqu'un qui est très famille. Il pouvait partir sereinement. Je gérais la boîte. Il s'est jamais inquiété. Jamais. Il a testé une fois, il a vu que, ah ouais, là, ça il gère. Il n'a jamais eu à s'inquiéter. Ensuite, à son départ, tout naturellement, je suis passé directeur. Directeur d'un hôtel 4 étoiles. Je vous rappelle qu'au départ, je suis rentré en tant que commis de cuisine, puis gouvernant, puis directeur adjoint, puis directeur. J'ai vraiment travaillé très très dur pour cela. D'accord. Arrivé à ce poste-là, comme par hasard, un nouveau directeur régional arrive. Et lui, il avait un plan totalement différent. De recruter une autre personne qui était dans le groupe, parce que c'est un groupe hôtelier en fait, d'environ 30 hôtels. Et bien, je vois en fait tous mes projets en fait tomber à l'eau. Du jour au lendemain, l'autre a débarqué. Une réunion, salle de réunion. Et on me fait comprendre que oui, celui-là, restructuration, c'est celui-ci qui va prendre ta place, etc. Donc tu vois un peu comment les choses se sont passées. Et pendant que j'étais en poste, tout ce que je demandais, je ne pouvais pas l'avoir. J'avais totalement le retour des clients sur des choses qui étaient à faire, mais le budget ne suivait pas. Ah, c'est pas le moment, ah, on est en difficulté en ce moment. Et lorsque l'autre est arrivé, on lui a déroulé tout le tapis rouge. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sera peut-être dans une autre vidéo, mais pour te dire que ce fameux plafond de verre, il est là, il existe. Et je me souviens qu'un jour aussi, à la même période, j'ai échangé avec quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire, qui ouvrait des parcs aquatiques. Vous allez peut-être savoir qui c'est. Il m'a dit, tu sais mon ami, tu connais combien de directeurs noirs en France? C'est vrai que c'est cette question qui m'a... Je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est une question qui vaut le mérite d'être posée en fait. Il m'a dit, tu connais combien de directeurs noirs en France? J'avoue, c'est vrai que dans la structure où j'étais le seul. Il m'a dit, ouais, voilà. Et lui-même avait été directeur de Franprix, vous savez, les supermarchés. Et après, il a décidé de rentrer au pays et ouvrir sa structure d'aquapark pour les enfants. Pour faire bref, tout ça pour te dire que le monde du travail, c'est réel. Et je dis pas que c'est juste en France, c'est partout. Mais encore pire. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, je sais juste de te transmettre ce que moi j'ai ressenti. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience de chacun. Peut-être que dans une autre vidéo, je rentrerai un peu plus dans le détail de ce que j'ai vraiment vécu en fait. Parce que c'était juste incroyable. Quand les gens parlent de burn-out, quand les gens parlent de... limite, je ne vais pas dire des mots ici sur YouTube, mais ça peut se comprendre pourquoi.
Je souhaite à personne ce genre de choses. Voilà, donc le monde du travail. C'est assez... c'est comme un film. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Quatrième raison, cette routine en fait qu'on a ici en Occident, c'est pesant, c'est lourd. Parfois j'ai juste envie de me dire ce que je fais, quel sens ça a en fait. J'en ai parlé brièvement dans ma première vidéo, mais quel est le sens de tout ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte en fait dans le monde? C'est ça. D'avoir un sens que je n'ai pas en tout cas actuellement là où je suis. Le fait de travailler sans réel sens profond, quelle trace je laisse dans ce que je fais en fait, quel est le vrai sens, à quel point je compte, est-ce que je compte vraiment? Comme je te le dis dans le numéro 3, la troisième raison, c'est ce plafond de verre. Tu as beau faire tous les efforts du monde, on ne reconnaît pas tes efforts, ta juste valeur. Parce que ce poste-là, il est fait pas pour les gens comme toi, il est fait pour d'autres types de personnes, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment le sens, le vrai sens des choses, la raison pour laquelle je fais les choses. Forcément, ce qui crée cette envie de créer quelque chose, de travailler pour une cause qui me donne envie de me lever le matin, une cause qui me motive, une cause qui me fait rêver, une cause qui me donne des frissons rien que j'y pense. Donc naturellement, à un moment, je me suis assis et je me suis demandé, tout ça pourquoi? Quel est le vrai but derrière tout ça? J'ai pas eu de réponse ce jour-là. Donc la cinquième raison, c'est tout simplement mes racines, mon identité. Je suis Lassana, mes amis m'appellent Las. Mon identité, mes racines, c'est la connexion à mes sources, à mes ancêtres. Mon grand-père s'appelait Lassana, comme moi. Et j'ai eu de la chance de le connaître. J'ai eu la chance d'être là le jour où il nous a quittés. Je devais avoir 5 ans, 5-6 ans, par là. Et je me souviens comme si c'était hier. Et j'aimerais pouvoir raconter des vraies histoires à mes enfants, ou aux enfants de mes enfants. Et afin qu'ils ne soient pas déracinés, qu'ils aient toujours cette connexion avec l'Afrique. Parce que nous avons des grandes histoires. Il y en a tellement que la plupart d'entre nous, on ignore en fait notre vraie histoire, notre vraie identité. Qui on était, qu'est-ce qu'on faisait avant l'esclavage. Parce qu'en Occident, on nous a dépeint. L'histoire africaine avait commencé à partir de l'esclavage. Alors que non. Avant tout ça, il y avait des royaumes. L'Empire Songhai, et c'est important. C'est important de se reconnecter à notre nature, à notre culture, à notre histoire, à nos ancêtres. On ne peut jamais oublier ses racines. Il ne faut surtout pas. Parce qu'ailleurs, on nous fait comprendre qu'on ne vient pas d'ici. La sixième raison pourquoi je veux retourner en Côte d'Ivoire, c'est l'envie de construire au pays, de participer au développement, de créer mon histoire, d'aider, d'apporter quelque chose. Parce que je ne veux pas juste vivre en fait. Je veux construire. Et on a beaucoup de choses à faire encore. On a tout en Afrique. Très honnêtement, j'ai peur. J'ai peur de ne rien faire. Déjà, c'est la première peur. Parce que si je ne fais rien, je sais que je vais être vraiment triste. Parce qu'un jour, quand je vais m'asseoir ou quand mes futurs enfants, même quand je les regarderai, ils n'auront même pas besoin de dire quoi que ce soit. Quand je les regarderai, je saurai ce que j'ai manqué. Quand tu décides de revenir en Afrique, c'est pas genre tu as peur de revenir à la brousse, c'est pas ça. Tu as peur d'échouer ton retour. J'ai peur que mes enfants grandissent ici en France. Je vais t'expliquer pourquoi et peut-être que tu comprendras. Surtout à l'âge d'adolescence. Parce que en fait, quand tu es né en Afrique, tu as cette éducation africaine, le droit des aînés. De manière générale, tu dis toujours tonton, même à des gens qui ne sont pas de ta famille, tata. En Afrique, le quartier éduque ton enfant. Qui sont des grands frères du quartier, te voient en train de faire des bêtises.
Ils vont t'interpeller tout de suite. Ils vont dire, un petit, viens ici. Ils vont même te punir même. Avant même que tes parents aillent te punir à la maison. C'est comme ça, c'est l'éducation africaine. Alors qu'ici en France, à partir du moment où l'enfant atteint l'adolescence, ça devient compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que de un, nos parents, lorsqu'ils travaillent dur. La plupart de nos parents ont des métiers à tension. Le ménage, la sécurité, ce genre de choses. Ils se battent. Et souvent, il faut le dire, ils ont beaucoup d'enfants. Donc ils sortent très très tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Et c'est comme s'ils étaient un peu démissionnaires de l'éducation des enfants, parce que lorsqu'ils rentrent, ils sont fatigués. Et eux-mêmes, généralement, ils n'ont pas forcément fait des grandes études. Donc cette éducation, l'enfant, il va le chercher à l'école qui est censée les éduquer, mais ce n'est pas forcément l'école qui les éduque, c'est l'entourage, les copains, les potes, les copines. Donc tout ça, ça fait que l'enfant, en fait, après l'école, il traîne souvent. Il traîne souvent dans les quartiers, tout dépend de là où il habite. Et c'est cet environnement de cité, de quartier, qui va finalement faire son éducation, mais pas de la bonne manière. Et malheureusement, il va grandir en n'ayant pas forcément confiance en lui, mais en se méfiant des gens, et surtout en parlant, en ne respectant pas les adultes, et en n'ayant pas peur des adultes. Tu comprends? Et donc, naît en lui cette carapace, cette manière de parler, d'arrogance, ou de plein de choses, en fait, qui fait qu'il ne va pas prendre les bonnes décisions dans sa vie. Je vais te dire une chose. Moi, ma chance, c'est qu'à la vingtaine, j'ai quitté mes parents. Je suis rentré dans l'industrie du tourisme, donc à l'animation touristique, comme je te l'ai dit. Et après, j'ai baigné en fait dans un environnement international, de personnes qui sont en vacances. Donc, je me suis éloigné des quartiers. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que tout part de la base. Et l'éducation, à la base, est très, très importante. Même si on a des valeurs africaines, quand nos parents sont trop occupés au niveau du travail, ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, réellement. Et je vais même te raconter une histoire. Et j'en ai honte, mais je vais quand même te la raconter parce qu'ici, on est sans filtre. Et c'est la seule bêtise que je fais ici en France. Et c'est vrai que tu n'entendras jamais, quelqu'un il est venu du bled, il a fait des bêtises. Par contre, ceux qui sont nés ici, on se sait. Les gens qui sont nés ici, on se sait. Et tu te souviens que parfois, les parents, justement pour te punir, te disent « si tu fais, je vais t'envoyer au bled ». Et souviens-toi, dans le quartier, tu as entendu forcément des parents qui ont envoyé l'enfant au bled. Et quand l'enfant est allé au bled, quand il est revenu, tu vois l'état d'esprit qu'il a totalement changé. Au retour, il ne fait plus de bêtises. Comme si le bled était la punition. Mais finalement, c'est un cadeau pour l'enfant, une délivrance. Donc là, l'histoire que je vais te la raconter très rapidement. J'avais 16 ans. Évidemment, quand je te dis l'influence, les potes et tout, j'avais un pote qui n'avait pas peur de la police. On était allé dans un grand supermarché où il y avait des vêtements. Tu sais, à l'époque, tu es jeune, tu es ado, tu as toujours envie de t'habiller des vêtements de marque et tout, et que les parents n'ont pas forcément les moyens de t'acheter ça. Que généralement, à la rentrée, ils t'achètent les vêtements dont tu as besoin, et pas que toi tu veux. Et généralement, tu veux toujours avoir des griffes, les marques. Voilà, pour qu'on dise, lui là, il pèse, et puis pour les petites go. Voilà, à l'adolescence, c'est ça, il faut le dire. Donc avec mon pote, en fait, on a eu la brillante idée d'aller dans un grand supermarché. Il y avait des vêtements. Et je ne sais pas pourquoi, tu sais, c'est l'influence. On est allé, il a vu une survette et tout, il a dit, viens, on va péter à la survette. Un ensemble de survettes. Donc il a pris un sac à dos du magasin, il a déposé, il a dit, vas-y, moi je viens, je mets tout dedans. Toi, tu repasses dans le rayon, tu prends le sac à dos, tu le mets dans ton dos et tu sors comme si de rien n'était. Et je l'ai fait. À la sortie, un monsieur de la sécurité dit « Monsieur, suivez-moi s'il vous plaît. » Mais gentiment, on arrive derrière, il me dit « Montrez-moi votre sac. » Survêt à l'intérieur et le sac également. Donc ils ont appelé la police, garde à vue. Ok, tout premier garde à vue. J'arrive à la police et tout. Comme mon pote, lui, il avait l'habitude avec la police, il était là, il faisait le gangster et tout. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, laisse-moi, vas-y. Mais moi, c'était ma première fois. Donc le policier me dit, cogne ta tête contre le mur. Attention, écoute bien ce que je vais te dire. Cogne ta tête contre le mur. Donc tu sais, moi, mon éducation à l'africaine, où quelqu'un te dit fais ça,
Tu le fais, mais tu ne poses pas de questions. Donc, je cognais ma tête contre le mur. Mais attention, je ne suis pas bête, hein, je ne cognais pas ma tête au point de saigner. Mais dans cet acte-là, avec du recul, je me suis juste rendu compte qu'en fait, le policier, comme il ne voulait pas porter la main dessus et être en porte-à-faux, il me disait de me taper la tête contre le mur. Tu vois un peu comment l'état d'esprit des gens? Et de toute façon, quand tu as affaire à la police et que c'est toi qui t'es mis dans cette situation, donc quelque part aussi, ils en profitent. Enfin bref, ça c'est cette parenthèse. Mais la partie la plus marquante, c'est quand mon père est venu me chercher. Je me souviendrai de ça toute ma vie. On est sorti du commissariat, il pleuvait dehors comme ça. Il m'a regardé. Le regard de mon père ce jour-là. La honte. Le plus dur, c'est pas les coups qu'il m'a donnés sur le cou, sur le tourtard. La plus grosse douleur, c'est pas les coups que j'ai reçus ce jour-là. C'est la phrase qu'il a dit. Tu me fais honte. Je te fais venir ici en France. Et c'est comme ça que tu te comportes. Cette phrase-là m'a pénétré comme une flèche. Et après, il m'a dit, écoute, demain, je prends ton billet, tu rentres au pays. Tu vois cette phrase qui fait écho dans ton esprit, là, tu rentres au pays, tu vas rentrer au pays, je t'envoie au bled, je t'envoie au bled. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis dit, mais attends, moi je connais beaucoup de potes, amis d'enfance, dans tout le quartier, qui auraient tout donné pour être à ma place. Et moi, j'arrive en France et voilà comment je me comporte. Toute la nuit, j'ai médité sur ça. Tout ça pour ça. La honte. Et quand tu vas retourner au pays, évidemment, ça va se savoir. Parce que les gens vont dire. Petit Lasso, parce que quand j'étais petit, on m'appelait comme ça. Petit Lasso est parti en France. Il est allé voler là-bas. Son papa l'a retourné. Tu vois, la honte. Surtout que quand j'étais au bled, je n'étais pas de ce genre de type. Toute ma vie, c'était de jouer au foot. Je respectais les aînés, je respectais les tantis, les tatas, tout le monde. C'est toute la nuit, j'ai cogité. Mais Dieu merci. Parce que ma chance, c'était quoi? Mon père n'avait pas l'argent pour me faire retourner au pays. C'est pas qu'il n'avait pas l'argent. C'est que quand tu as 4 enfants à l'époque, tu as beaucoup d'autres choses à faire que de mettre plus de 500 balles, 500 euros. Mais à l'époque, c'était en francs, dans un billet, pour faire retourner ton enfant en Afrique. Cet argent-là, tu préfères acheter de la nourriture pour payer le loyer et puis pour qu'on avance. Donc ça a été ça ma chance. Finalement, je ne suis pas parti au bled, mais c'était nécessaire que je commette cette erreur. Avec du recul aujourd'hui, c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de savoir que je ne veux plus jamais faire ce genre de choses. Plus jamais agir de telle sorte que mes parents aient honte de moi et qu'ils soient déçus de moi. Ça a été le point de non-retour. Mais imagine une seconde. Si j'avais réussi ce coup, voler ces survêtements de marque, tu fais une fois, tu vas le refaire. Tu te diras, la première fois, je ne me suis pas fait choper. Moi, c'est facile. Et c'est parti, engrenage. Et c'est le Seigneur qui m'a rappelé à l'ordre. Pour me dire que ça, là, c'est pas pour toi. Tu n'as pas été, c'est pas ta destinée, tu n'as pas été né pour ça. Donc voilà ma petite histoire qui fait un peu honte, mais c'est important quand même de te la raconter pour que tu comprennes les choses. C'est pourquoi j'ai vraiment peur d'élever mes enfants en France. Tu me diras, c'est le quartier qui va... Tout dépend dans quel quartier tu le fais. Tu le fais élever. Mais je sais que quand tu es en Afrique, l'éducation est différente. Et tu peux avoir la main sur lui. Parce que pour l'avoir vécu parfois, ton environnement, en fait, quand tu es baigné dans quelque chose, tu n'identifies plus c'est quoi le mal, en fait. Quand tu prends l'habitude de quelque chose et que tout ton environnement fait la même chose, tu ne sais plus, en fait, ce qui est mal ou ce qui est bien. Mais au fond de toi, tu le sais, mais tu ne fais plus la différence. L'environnement est très crucial par rapport à la réussite et le mindset, l'état d'esprit d'un enfant. Pour terminer cette vidéo, nous devons faire le nécessaire pour réaliser nos rêves. Dans la prochaine vidéo, je t'explique le comment, les étapes que je vais suivre et tout le plan que j'ai défini pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Il y a une phrase que je me dis souvent.
Nous devons être à la hauteur de nos ambitions. Parce que si ce n'est pas toi, ce sera qui? Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? On est ensemble.